continue d'avoir cette partie de l'immigration choisie par Ottawa qui accepte la moitié des immigrants qui ne parlent pas français, bien là, ça peut devenir une question de temps avant qu'on devienne une Louisiane. Que le Québec devienne une Louisiane. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, celle-là. OK, bon. Puis, Mathieu, t'en dis quoi? C'est une inquiétude qui ne date pas d'hier. C'est-à-dire, normalement, je dirais, ça fait très longtemps, en fait, qu'on se dit, pour quand on prend au sérieux le scénario d'une régression du français, puis je pense qu'on doit le faire, on se dit d'abord, c'est ce qu'on a en ce moment. Ensuite, ça devient le Nouveau-Brunswick. Puis à la fin, ça devient la Louisiane. Pas en 3 ans, mais c'est ce sentiment on le voit, le français qui régresse à Montréal, ensuite le français qui régresse à Laval, ensuite le français qui va commencer à régresser sur les deux rives, ensuite le fait que le français va être de plus en plus périphérique dans la vie québécoise. Et François Legault a dit une chose essentielle, je pense. Il a dit la question de l'immigration est une question, la maîtrise sur l'immigration, c'est une question de survie pour le peuple québécois. C'est un mot important dans notre histoire, la survie. Puis il était temps qu'on cesse d'aborder la question de l'immigration simplement de manière tatillonne ou frileuse parce qu'on a toujours peur de se faire insulter puis traiter de raciste. Là, on reçoit au Québec beaucoup plus d'immigrants que nous sommes capables d'en intégrer. Il faut baisser les seuils, il faut maîtriser notre politique d'immigration. Puis le gouvernement Legault a raison de placer cette question-là au cœur du débat public. Ensuite, il va devoir tirer les conséquences de ses idées. S'il considère que c'est vital qu'on contrôle l'immigration pour notre survie comme peuple, et puis qu'Ottawa décide de ne pas céder, la question de la suite, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la survie de la nation québécoise? 2 questions. Revenons à celle de l'immigration comme telle. Je veux vous entendre, Luc et Yasmine. Je vais à toi. Moi, si le premier ministre Legault voulait qu'on parle de regroupement familial, ça me dérange pas, tant qu'on parle de comment on va s'assurer de ne pas se comporter comme Immigration Canada qui est prise dans des dédales administratifs pour gérer ces dossiers-là. Or, ce qu'il s'agit ici, puis on utilise le mot regroupement familial, il s'agit ici des époux, des partenaires et des conjoints des personnes qui sont déjà au Québec. Il s'agit ici des enfants de ces mêmes personnes qui sont déjà au Québec, qui veulent venir retrouver leurs parents. Alors moi, je veux juste qu'on me dise, une fois que le Québec aura les pleins pouvoirs sur le regroupement familial, quels vont être les critères adoptés par le gouvernement du Québec pour dire que cet enfant-là ne peut pas venir et que cet époux-là ne peut pas venir? Parce qu'il s'agit de ça principalement. On dit on parle, cette question-là de réunification des familiales pour les réfugiés, à peu près 6 000 personnes par année. Là. Je dis ça pour les fins de la discussion. Luc? Moi, je trouve ça, c'est de la politique. Là. C'est comme, il sait qu'il va se faire dire non. Alors, à la veille d'une élection, il pose la question, puis il dit que c'est vital, puis tout ça, tout un paquet de pipeaux, puis de bébelles, là. Il lance ça comme ça, là, puis là, ça joue sur le bobo, là, regarde. Ah ah, on le savait que l'immigration nous ferait disparaître comme peuple, comme nation. Mais, sais-tu quoi, des fois, j'ai l'impression que Legault, il réalise pas que trop, c'est comme pas assez. Comme il est comme, je sais plus, là, 20 points d'avance, 28, je le sais plus. Baisse le ton un peu, là, tu sais, baisse le ton, laisse les gens respirer un peu. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que François Legault est au pouvoir. On le sait, je pense pas surinterpréter en disant François Legault, il y a un fonds souverainiste qu'il a mis de côté parce qu'il pensait que l'indépendance se réaliserait pas. Mais les convictions premières qu'il avait, qu'il a refoulées, qu'il a étouffées, en étant au pouvoir, il fait l'exercice des limites de la province de Québec. Il a demandé des pouvoirs à Ottawa, ça vient pas. Il met de l'avant la loi 21 puis la loi 96, on y explique qu'on va la contester. Donc tout ce qu'il met de l'avant, croyant de bonne foi, c'était le beau risque de François Legault. Il croyait faire son propre beau risque. On va montrer qu'on est capable d'élargir les pouvoirs du Québec dans la fédération puis d'affirmer l'identité québécoise. Puis dès qu'on s'avance, Ottawa annonce qu'il va chercher à casser nos lois. Et quand on demande des pouvoirs supplémentaires sur des questions qu'on juge vitales pour notre identité, la survie de l'identité québécoise, puis ça, les libéraux de Robert Bourassa étaient d'accord avec ça, jusqu'au Parti québécois, jusqu'à la CAQ, il y a une forme de consensus québécois autour de cet enjeu-là à travers l'histoire. Si on se fait dire non encore là-dessus, ça ne veut pas dire que François Legault est dans je ne sais quel plan machiavélique. Ça veut simplement dire que remonte à la surface des convictions que les circonstances l'avaient amené à laisser de côté. Et ça, je le redis parce que c'est essentiel. Le débat sur l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, c'est le révélateur de la question identitaire dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et est-ce qu'on peut en parler sans se faire traiter, comme on va le voir inévitablement, de raciste, de xénophobe, de ci, de ça? Je pense que c'est vital qu'on puisse en parler. Et François Legault est la bonne personne pour en parler parce que les Québécois le voient comme une figure raisonnable. Personne ne le prend pour un extrémiste. Alors, s'emparant de ces questions-là, ça va amener les Québécois à réfléchir à leur destin comme peuple. Et c'est essentiel. On en est rendu là collectivement. Et machiavélique, je trouve le mot un peu fort. Ça fait plutôt subtil comme un 2 par 4 dans le front. Ouais, c'est important de rappeler que le regroupement familial, c'est pas une compétence exclusive au fédéral. C'est une compétence qui est partagée. Le fédéral
sélectionne, mais c'est le Québec qui détermine les barèmes de financiers, notamment, pour démontrer qu'on est solide financièrement pour parrainer son époux ou son enfant. Ce qu'on nous dit pas, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ses époux et ses enfants au Québec une fois ces pouvoirs rapatriés. Que l'on soit clair, puisqu'on est très clair sur la question de l'immigration, et qu'on nous dise qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement dans la sélection des époux et des enfants. Si on nous dit que c'est parce que les enfants parlent pas français, je répondrai qu'on a la loi 101 qui les oblige à étudier en français. Si on nous dit que les époux ne parlent pas français, je rappellerai qu'on vient d'adopter 96 et qu'ils auront 6 mois pour l'apprendre. Je veux connaître le problème. Est-ce que ça serait trop demandé? Mais je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que, globalement, là, en ce moment, il y a le débat sur des seuils qu'on ne doit pas oublier. Par une espèce d'étrange ruse de l'esprit, eh bien, on considère que 50 000 en ce moment, c'est un seuil conservateur. Alors, globalement, la CAQ nous endosse les seuils de Jean Charest et de Philippe Couillard. Alors que, comme plusieurs, moi, je pense qu'on doit les réduire significativement, qu'on reçoit beaucoup plus de gens qu'on ne peut en recevoir. Et de ce point de vue, la CAQ fait semblant, ça c'est l'espèce de paradoxe de la CAQ, fait semblant d'être ferme sur la question de l'immigration en disant on veut tous les pouvoirs, mais quand vient le temps de poser la question du nombre, Michel Brunet, notre grand historien québécois, dit il y a trois facteurs qui pèsent dans l'histoire. Le nombre et le nombre. Eh bien, si on veut, comme on devrait le faire, réduire les seuils significativement, François Legault devrait le dire aussi. Or, sur cette question-là, et on en est rendu à croire que 50 000, c'est un seuil conservateur et prudent. Non, 50 000, c'est le seuil de Philippe Couillard et de Jean Charest. J'aimerais savoir quel est le seuil nationaliste de François Legault. Ça ne peut pas être 50 000, c'est certain. Mathieu, est-ce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre au Québec? Non, ça, je pense que c'est un des concepts les plus galvaudés qui soient. Non, je pense que la notion de pénurie, pénurie de main-d'œuvre, c'est un concept utilisé par le patronat pour avoir un cheap labor dans des domaines de complètement faux. Pourquoi dire une telle chose? C'est complètement faux. Parce que je le pense, parce que ça me semble fondé. Il faut lire des travaux de Jean Coul sur ça. Mathieu, tous les séparatistes pensent. Statistique Canada, l'Institut du Québec, l'Institut de la statistique du Québec, qui sont toutes dans les patates, comme dirait Leslie Lewis. Regarde, la question des... Juste la question de la pénurie de main-d'œuvre. Il faut comprendre. Quand on fait venir des gens, par définition, ça fait que ça crée des nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les gens qu'on fait venir créent des nouveaux besoins de main-d'œuvre, ce qui fait qu'on doit faire venir de nouvelles personnes qui créent de nouveaux besoins de main-d'œuvre. C'est une forme de cycle sans fin. Ça ne fonctionne pas. Mais tu me fais penser, Mathieu, excuse-moi, mais tu me fais penser, Mathieu, à cette espèce de rigolo personnage, Bastien, là, qui enseigne dans une... Frédéric Bastien, qui est un remarquable historien. Oui, non, c'est ça, c'est une espèce de rigolo qui enseigne dans une institution anglophone. Tu l'as lu? Attends, oui. Écoute, j'ai pas été capable de me rendre à la moitié du livre tellement c'est rigolo, farfelu et loufoque son affaire. Ben lui, il avait ajouté une dimension à laquelle tu n'avais même pas pensé. La crise du logement, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Ah, j'y avais pas pensé à celle-là. Alors, des rigolos comme ça qui enseignent dans les institutions anglophones et qui veulent les je trouve pas ça sérieux. Évite d'attaquer la réputation de nos bons historiens. Et puis ce débat-là mérite d'être fait, je crois, en évitant les invectives, en évitant d'attaquer les réputations. Je pense que on devrait être capable au Québec de mener ce débat de manière raisonnable, sans tout de suite politiser les invectives. Est-ce que rigolo est une invective? Je pense que dans les circonstances, c'est une attaque à la crédibilité. Mais moi, je suis comme si je te traitais de mon oncle farfelu. Je trouve ça assez particulier puis intéressant, voire curieux, que le nouvel argument pour diminuer les taux d'immigration puis répondre aux besoins de main-d'œuvre, c'est que ça va nous faire rentrer dans un cercle vicieux de croissance économique. Ça, c'est un nouvel argument que je n'avais pas encore vu. Non. Mais je t'invite à lire parce que cet argument-là est très présent depuis longtemps dans la littérature économique. Mais c'est pas grave. Cela dit, la question de fond, elle n'est pas qu'économique, elle est sur le plan de la culture, notre capacité d'intégration, l'anglicisation de Montréal, l'anglicisation de Laval, l'anglicisation des deux rives, c'est directement lié au seuil d'immigration qu'on a depuis globalement les années 2000. Mais Mathieu, tu conviens avec moi que le 50 000, l'immigration économique, le Québec a plein pouvoir là-dedans, puis pourrait choisir de diminuer ces chiffres-là s'il le désirait. Il n'a pas besoin du regroupement familial pour faire ça. C'est deux choses. Le Québec pourrait diminuer ses seuils par lui-même, je le crois, ça j'en suis convaincu. Ensuite, le Québec devra avoir tous les pouvoirs pour fixer par lui-même ses politiques d'immigration sans avoir les consignes, la tutelle, le cadre d'Ottawa d'une manière ou de l'autre. Le débat pendant ce temps-là, Paul, il va y avoir une croissance de la population mondialement et tout autour de nous. Puis nous autres, on va se rapetisser et on va dire qu'on l'aime notre Québec. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sens que c'est proposition. On poursuit le débat, Mathieu, tout de suite après la pause. Maintenant, revenons, on se parlait de la fin de semaine politique, donc on l'a vu, la mise en scène quand même du congrès de la CAQ, plus de 1000 personnes en fin de semaine. Ils ont mis le paquet, la machine électorale est en route, et on a parfaitement compris, Yasmine, que le cheval de l'immigration est celui qu'enfourche François Legault. Toute la question de l'identité, ça va être le point fort, le thème de la campagne caquiste.
Ben, ça a été un dossier qui a été payant pour François Legault depuis le début du mandat, puis il revient sur ce sujet-là. Je m'attendais quand même à un peu plus de substance en matière de santé avec l'énorme réforme proposée par M. Dubé. Il y a la question de l'inflation qui est aussi importante pour les Québécois. Mais il faut croire que le regroupement familial est une priorité plus que l'inflation et plus que la santé et l'éducation réunies. C'est rare qu'on voit ça, mais il y avait le congrès de la CAQ et aussi, d'habitude, les partis politiques s'entendent pour ne pas se voler mutuellement la vedette. Mais il y avait le PQ et aussi Québec solidaire qui étaient, eux, en conseil dit nationaux. Puis les libéraux, Paul, ils cherchaient une place. Fait qu'ils ont trouvé un logo dont je vois à peu près pas la différence avec l'ancien. Puis il y avait une sorte de vidéo où tu voyais Mme Andelade, pauvre elle. Elle était là, padée. Vous voyez la courbe ici? Eh bien, la courbe est une question d'ouverture. J'écoutais ça, je me disais, mais qui a pensé à ça? Je me disais, quelle folie! On le voit, le nouveau logo, là. Regarde la petite Le Québec est coupé à moitié. Il y a une petite courbe, on voit une petite courbe, là, puis ça projette vers l'avenir, vers l'extérieur, Mathieu. C'est intéressant, le Québec était là au complet auparavant, là il est rendu là à moitié, comme quoi il se soupe un peu dans le Canada, de ce point de vue c'est vraiment le Parti libéral. Mathieu en manque pas une, il y a beau être à 4000 km. Mathieu, il abandonne. Il en manque pas une. Hey, parlez-moi de Québec solidaire, vous avez vu ça? Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est fait un peu chauffer les oreilles, Mathieu, pour avoir appuyé le projet de loi, enfin la loi maintenant 96, parce qu'on le rappelle, Solidaire a voté avec la CAQ pour l'adoption de cette loi-là. Ben, c'est qu'il y a deux choses. Hein. C'est Québec solidaire, il y a l'aile parlementaire qui fait de la politique, qui comprend que la politique, c'est faut tenir compte des préférences populaires, puis qui soutient le projet de loi, la loi 96, qui est une loi, de mon point de vue, puis de plusieurs, une loi très, très, très modérée. Mais la base de Québec solidaire est une base, il ne faut pas l'oublier, ce n'est plus une base souverainiste, de gauche syndicale souverainiste, comme c'était le cas au temps de l'UFP, puis ensuite au temps du parti qui a suivi. La base de Québec solidaire, aujourd'hui, c'est une base multiculturaliste, woke, comme on dit aujourd'hui. C'est une base de gauche radicale qui est fondamentalement antinationaliste et qui n'accepte pas les lois dites identitaires. Donc là, il y a la tension entre Québec solidaire, le parti qui veut gagner des sièges, qui doit donc aller parler aux Québécois, puis tenir compte de ce que pensent les Québécois, puis une base militante qui est encore dans une forme de paléo-marxisme et de multiculturalisme ultra, et tout ça mis ensemble, mais ça fait un parti qui est en crise. C'est une caricature de ce qu'était le PQ des mauvaises années. Ou c'est le PQ qui est devenu une caricature de lui-même avec le petit garçon en culotte courte, là. Tu parles de Gabriel Nadeau-Dubois? Ouais, non, le PQ, PSPP, là. Écoute, tu l'imagines pas avec ses petits pantalons en été. Tu veux dire là? celui qui a fait la London School of Economics, qui a une maîtrise en économie, une maîtrise en droit, là? C'est lui, petit gars de courte. Donc, ça donne l'impression que Duplessis avait raison. L'éducation, c'est comme la boisson. Il y en a qui portent pas ça, parce que je vais te dire, ça fait pas... Ben non, mais ça fait pas des gros succès à l'heure actuelle. Attends un instant, faut pouvoir les mélanger. La crise du Parti québécois, c'est une crise qui date globalement du dernier référendum, plus particulièrement depuis 98, quand le PQ a gagné avec moins de votes que les libéraux. Et là, la crise du Parti québécois est structurelle. Mettre ça sur le dos de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est d'une rapidité d'analyse qui ne t'honore pas. Mais c'est lui qui est là. Non, mais un instant, la crise du PQ, là, elle est objective, quel que soit le chef. Une fois que c'est dit, la question est de savoir est-ce que c'est possible de relancer ce parti-là, c'est pas certain. Il essaye honorablement, mais je ne mettrai pas tout ça sur son dos. L'histoire du Québec, il faut juste en avoir conscience. Le Parti conservateur s'est fait remplacer par l'Union nationale, qui s'est fait remplacer par le Parti québécois, qui se fait remplacer par la Coalition Avenir Québec. Reste à voir si le Parti québécois, dans cette configuration, peut survivre. La question que vont devoir se poser bien les Québécois, c'est est-ce que le Québec peut se passer d'un parti indépendantiste ou est-ce que l'option indépendantiste va se réinviter dans le cadre de la coalition caquiste? Ce sont des questions qui, me semble-t-il, sont importantes et qui dépassent les commentaires sur, si j'ai bien compris, sur les un peu méprisants sur un homme qui, est-ce que j'en sais, une formation universitaire plus que convaincante. Dans des grandes institutions anglophones, Mathieu. Ce que tu appelles habituellement des colibets. J'adore ça, des colibets. Oui. Ce sont des colibets, mais je pense qu'ils ne les méritent pas. Mais cela dit, c'est un type que PSPP, on peut en penser ce qu'on veut, on peut penser que ça ne fonctionne pas son affaire, mais c'est quand même un des hommes politiques les mieux formés de la classe politique actuelle, c'est pas un détail. Oui, et d'ailleurs, on se rappelle qu'il était contre l'application de la loi 101 au cégep et jusqu'à un congrès du PQ il y a à peu près 18 mois, où il disait on a réussi à le convaincre, puis avec la commission jeunesse du Parti québécois, on a réussi à le convaincre
que finalement c'était une bonne idée. Puis on se rappelle que le député de Bonaventure actuel a été exclu du PQ pour exactement ces mêmes raisons. Lui qui disait « je n'y crois pas, ça ne s'appliquera pas, ce n'est pas une bonne idée », ils ont réussi à le faire sortir du caucus Non, péquiste. comme quoi les bonnes idées progressent. Hein, Oui, ça le démontre dans le sondage, 2% chez les Québécois comme meilleur premier ministre, ça fait partie de la marge d'erreur. Ça, je parle pas de PSPP là-dessus, je dis que la question du cégep français, c'est une idée qui divise jusqu'à la CAQ en ce moment. La CAQ, là, ça a tranché contre le cégep français, mais la moitié, ou à tout le moins une bonne partie du caucus et du Conseil des ministres était favorable. On peut pas discréditer ça comme une idée qui n'a pas de bon sens. On peut être contre, mais considérer que ça n'a aucun bon sens, c'est un peu rapide. Je suis contre. C'est nécessaire. Mais bien sûr que vous êtes contre. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes les Laurel et Hardy du fédéralisme à l'ajoute. Une fois que c'est dit. Et toi, Mathieu, comment tu t'auto-proclames? Mathieu, c'est le patoff du mouvement indépendantiste. Je suis Astérix et Obélix tout à la fois. Le patoff. Non, prends un exemple québécois. Tu es le patoff des indépendantistes. Oh boy! Non, j'arrête ça. Non. Tu vas repartir de la joute pour 6 mois si tu continues. Je refuse de revenir si Mathieu n'est pas là. Ah, tiens. Mais non, je pense que le cégep français, c'est une bonne mesure. Mais si on revient au congrès du week-end, le Parti québécois cherche en ce moment à occuper un espace. Le problème, c'est que quand la CAQ décide d'occuper tout l'espace identitaire, l'espace du Parti québécois est réduit, je veux dire, par effet presque mathématique. Est-ce que le PQ est capable de se faire entendre en disant « la CAQ, c'est pas assez sérieux sur l'identité », reste à voir, c'est un pari légitime. Pour ce qui est de QS, le grand écartèlement quasi médiéval entre les deux ailes de ce parti risque de lui faire très mal quand il sera exposé au visage public. Non, mais Mathieu est en forme, le sens de la formule aujourd'hui. Non, mais on dirait qu'il est tombé dedans quand il était petit. Hein? Non, sérieusement. Sérieusement. Mais bon, là, je résume un peu le message que les gens qui nous écoutent, les électeurs, ont reçu en fin de semaine, là, parce que c'est offre de service. Dans le cas des libéraux, bon, c'est un nouveau logo, là, mais ils n'avaient pas de congrès ou de conseil comme tel. Mais bon, quand le chef du Parti québécois, Yasmine, implore presque les Québécois on existe nous aussi et faites attention de mettre tous vos œufs dans le panier caquiste, ça risque déjà d'être son thème fort de campagne électorale. Là. Oui, en fait, là, c'est la bataille pour la survie. Là, aujourd'hui, il ne va pas se présenter devant les Québécois à l'automne prochain comme une option devant François Legault, mais plutôt, est-ce qu'on peut avoir une opposition à un François Legault et à une CAQ qui est largement, très largement majoritaire? Et ça va probablement être ça l'argument de tous les partis d'opposition qui sont très loin derrière devant la coalition Avenir Québec. Le Parti libéral du Québec va tenir son conseil national, un conseil général début juin. Le Parti libéral, c'est un conseil général. Oui, c'est ça, le PQ, conseil national. C'est pas national. Non, mais général, c'est pas grave. Général englobe le national. Le Conseil fédéral, ils vont le tenir en début juin et on va voir quel va être le message que va tenir Dominique Anglade, elle qui a utilisé la première tribune qu'elle a eue avec les militants pour présenter le projet ECO qui n'a pas très bien levé. On va voir quelle va être la nouvelle mouture. Projet ECO qui n'a pas eu beaucoup d'écho. Mais en terminant, là, je regarde la situation, là, je replace ça dans le contexte du sondage de Léger de vendredi. François Legault est seul sur la patinoire. Ben oui, c'est pour ça que je te disais tantôt, Paul. Il faut qu'il fasse attention, puis je le dis sérieusement. Trop, c'est comme pas assez. Quand il va arriver là, au point, et c'est quoi la prochaine affaire que tu vas nous amener? Là, écoute, tu vas être réélu. Respire un peu par le nez, calme-toi. Et puis, quant au cycle que décrivait Mathieu tantôt, je partage complètement son avis. Conservateur, Union nationale, Parti québécois, CAQ. Puis là, la CAQ est en train de retourner au début, devient l'Union nationale, puis il ressemble de plus en plus mais à Maurice Duplessis. Non, si je peux me permettre, la question est un peu différente. La question est de savoir si la CAQ va devenir l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand ou de Daniel Johnson. Jean-Jacques Bertrand, c'est une CAQ qui devient... Non, je pense pas. Ce serait une CAQ qui serait parti libéralisé. Si c'est une CAQ version de Daniel Johnson, c'est égalité ou indépendance. Vu que l'égalité, on ne l'aura pas, vous devinez la suite, c'est l'indépendance. Mais ça, c'était... Et ça va... Les rêves les plus fous de Mathieu. Là. Il nous en parle depuis un an ou deux déjà. Là. Ouais. Donc, en fait, je regarde simplement au-delà de la prochaine élection. Regardez les tendances lourdes qui se dégagent. Honnêtement, si le fédéral casse la loi 21, je sais qu'il y a des gens ici qui ne l'aiment pas, mais pour François Legault aime sa loi. Si le fédéral casse la loi 21, casse la loi 96, ou la mutile un peu, dit non au pouvoir sur la langue, au pouvoir sur l'immigration,
François Legault va devoir se poser des questions. Alors moi, je souhaite ardemment qu'il revienne à ses premières amours. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va se poser la question, même si je le souhaite pas, même si des gens comme moi disent pas vas-y, lui-même va se poser ces questions-là. Puis là, on va regarder la scène politique québécoise, on va voir quel destin il embrasse pour le Québec. Et Mathieu, je suis d'accord avec ce que tu dis, la trame, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et je me dis, c'est là où, lorsqu'il va se retourner devant son conseil des ministres, puis qu'il y a une Sonia Lebel, puis qu'il y a un Pierre Fitzgibbon, puis qu'il y a d'autres, ça va être très difficile à passer dans un caucus et dans un conseil des ministres. Et ça risque de diviser la coalition Avenir Québec. Ah ben, si justement, c'est là que je pense le désaccord, à moins que François Legault ne soit capable d'entraîner cette partie de la bourgeoisie québécoise qui a toujours été rétive à l'indépendance. Si lui dit, on y va, c'est sérieux, j'ai besoin de vous les gars pour construire ça, c'est pas impossible qu'on ait finalement, dans les années 90, Robert Bourassa aurait pu le faire, il n'a pas voulu. Si François Legault veut le faire dans les années 2020, il se pourrait que ça fonctionne. Non. On verra. Ça, on verra. Dirait M. Legault. Oui, c'est ça. Je le dis, Luc, là, Mathieu, c'est son rêve le plus fou. Là. Je sais, ça paraît, on le voit, il bouillonne non, mais quand il nous parle de ça là. depuis un moment déjà. Puis, pour ceux qui avaient vu la dernière entrevue que m'a accordé Bernard Landry, c'est un peu ce qu'il disait aussi. Je ne sais pas si la communication avec Mathieu, c'est exactement ce qu'il disait. Oui, je suis là. Et puis, Yasmine, donc, on ne peut pas écarter ça du scénario là, des années à venir en politique. Mais bien sûr qu'on ne peut pas l'écarter. On voit qu'il y a aussi une volonté de rentrer en confrontation avec le fédéral. Quand le premier ministre Legault dit que c'est une question de survie pour le Québec, il a besoin d'un mandat fort, sachant pertinemment que les projections lui donnent 100 sièges aux prochaines élections, ben c'est la construction d'un argumentaire qui mène ultimement vers la question du choc entre le fédéral et le provincial. Mais la question qui nous vient à l'esprit juste après, c'est de dire qu'est-ce qu'un François Legault qui a bâti une coalition sans jamais vouloir parler de ce débat-là va prendre comme position et quel va être l'avenir de la coalition Avenir Québec? Va-t-elle rester une coalition ou est-ce que ça va devenir un Parti québécois bis? Mais comme je dis, c'est que les circonstances sont maîtresses en politique des événements. Et quand François Legault décide de faire une coalition au-delà de la question nationale, c'est que les Québécois veulent plus entendre parler de ça du tout, sauf par l'identité. Ils veulent parler d'identité, mais pas de souveraineté. Si les circonstances font en sorte que de vieilles questions, mais qui sont toujours aussi vivantes, c'est juste qu'elles avaient été oubliées, reviennent dans l'actualité, je pense que c'est là le rôle historique de François Legault. Je le disais tantôt, juste avant que ça gèle, je m'en excuse, je me permets de le dire. Il peut faire ce que Robert Bourassa n'a pas fait au début des années 90, convaincre le Québec Inc. d'embarquer. Mais j'ai une question pour toi, Mathieu. Structurelle, et ça va être important. J'ai une question pour toi, Mathieu. Comment va ton identité? Hein? Comment va ton identité? Ton identité, je veux savoir comment elle va. OK, c'est une question que je devine moqueuse, mais je vais y répondre. Alors, elle est ardente, mais je redoute que dans un siècle, l'identité québécoise soit pas affadie, que nous ne soyons plus finalement que les Canadiens comme les autres. Et voilà pourquoi, pour les prochaines générations, il faut s'engager maintenant. Et je pense surtout que moi, je le désire ardemment, mais je constate que des gens qui ne le désirent pas vont être conduits au même endroit que moi parce que les circonstances les y poussent et ainsi se reconstruit la belle coalition du oui de 2026. Moi, je ne veux pas qu'on soit des Canadiens comme les autres. Je veux qu'on garde notre spécificité, être des Canadiens distincts. Oh boy, Dieu nous en garde. On fait dire comme le Nouveau-Brunswick. Vous voyez,